Fatima El Moussaoui va présenter Philosophie et environnement, une approche éducative créative pour renforcer l'agentivité environnementale et les comportements durables chez les jeunes. Elle détient une maîtrise en santé environnementale mondiale de l'Université de Montréal et poursuit ses études de doctorat en santé communautaire à l'Université Laval. Sa thèse se focalise sur les communautés de recherche philosophique en tant qu'approche créative pour renforcer l'agentivité environnementale et les comportements durables chez les jeunes. Étant à l'intersection de l'éducation et de la santé publique, ses travaux explorent le potentiel des approches interdisciplinaires pour aborder les défis climatiques. Fatima, je vous cède la parole. Donc, quand vous êtes prête, vous pouvez aussi ouvrir votre micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. Désolé. Désolé pour le petit souci technique. C'est correct. Merci Donc, beaucoup. on vous écoute. Parfait. Merci pour l'introduction. Comme on a mentionné, ma présentation porte le titre de Philosophie et environnement, une approche éducative, créative pour renforcer la gentilité environnementale et les comportements durables chez les jeunes. Pour commencer, voici le plan de ma présentation. On va passer à travers tranquillement. Donc, premièrement, pour commencer, on va parler des comportements humains et leur lien avec les changements climatiques. Les comportements humains sont considérés comme un déterminant majeur dans la crise écologique et les changements climatiques à travers leur contribution au réchauffement climatique d'origine anthropique. Et en fait, en 2022, dans le rapport du GIEC, c'était la première fois où on a parlé de façon explicite du rôle des dynamiques comportementales dans la mitigation des changements climatiques. Et donc, la piste que ça a ouvert, c'est qu'on a besoin de travailler sur des changements comportementaux au niveau individuel et au niveau collectif pour favoriser la transition socio-écologique pour des systèmes plus durables. En réalité, les ménages sont responsables de 60% des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte, et ce à travers différents secteurs, dont le transport, les choix alimentaires, la consommation, l'énergie et les déchets. Toutefois, malgré l'augmentation de la conscience environnementale parmi la population, on trouve qu'on a toujours une limite dans l'adoption de comportements environnementaux et ça, c'est ce qu'on appelle l'écart savoir-action. Parce qu'en réalité, il y a différents facteurs qui influencent l'adoption de comportements environnementaux, que ce soit des facteurs personnels comme les expériences d'enfance, les connaissances, l'éducation, la personnalité, les valeurs, la vision politique, etc. Et des facteurs socio-contextuels comme des facteurs institutionnels, la religion, le milieu de vie, que ce soit un milieu urbain ou rural, les normes, la classe sociale, et si on vit dans un endroit qui est à proximité de problématiques environnementales. D'autre part, on a aussi un autre contributeur à cet écart savoir-action, c'est les méthodes d'éducation qui sont utilisées, qui sont souvent des méthodes où on va transmettre des connaissances sans toutefois aller euh, motiver un changement ou une transformation dans les comportements des gens, sans cultiver en fait des valeurs qui vont aller, ou des réflexions critiques qui vont aller motiver les changements comportementaux. Et donc, comme je disais, les approches qu'on utilise ont des limites d'un autre sens, c'est que c'est des approches qui sont souvent très isolées, qui sont utilisées de façon isolée, donc pas transdisciplinaire, et ils utilisent des solutions standardisées. Et c'est souvent aussi des approches de top-down qui ne mènent pas à une prise d'action. Donc, on a besoin d'aller chercher des approches qui vont stimuler la pensée critique, la transdisciplinarité et aussi l'implication communautaire. D'où l'intérêt de la méthode que je propose dans ma thèse, qui est la philo pour enfants. C'est une approche qui a été initiée par Matthew Lipman et Anne-Margaret Chubb dans les années 70. C'est une approche purement pédagogique, donc elle n'est pas dans une intention environnementale, mais qui a un objectif d'introduire les jeunes à la pensée réflexive à travers des dialogues collaboratifs constructifs qu'on appelle des communautés de recherche philosophique. Donc, c'est pas une approche qui va aller enseigner une doctrine philosophique, mais plutôt de pratiquer la pensée réflexive en communauté.
Et comment ça se passe, juste pour vous donner une idée pour qu'on comprenne pourquoi c'est intéressant d'utiliser cette approche pédagogique dans une dimension environnementale. Comment ça fonctionne, c'est que dans une communauté de recherche, donc un groupe d'enfants, la communauté va aller établir des règlements du dialogue, donc les règlements de prise de parole, le temps de parole, les règles éthiques, donc de ne pas se moquer des autres, ne pas avoir de faire du sarcasme, etc. Puis ensuite, un stimulus va être utilisé. Donc, traditionnellement, c'est une histoire qui est lue avec les enfants, mais ça peut aussi être une vidéo, un film, un audio, ou dans un contexte environnemental, ben, ça peut être un arbre, un animal en forêt, etc., qui vont être utilisés comme stimulus pour aller générer des questions autour desquelles les enfants vont réfléchir. Puis, une question va être choisie et un dialogue va être ouvert entre les enfants. Un exemple de question, ça pourrait être, est-ce que c'est inéthique de conduire une voiture, de manger de la viande, d'acheter des bouteilles en plastique, ou par exemple, est-ce qu'on a une responsabilité collective d'aller mitiger les changements climatiques? Et ce sont autour de ces questions que les enfants vont être ramenés à discuter et échanger. Pourquoi on s'intéresse aux enfants? Parce que les enfants sont les plus affectés par les changements climatiques et ils sont les plus vulnérables. Et en effet, 85% des enfants du monde vivent dans les pays du Sud, là où on a des capacités très limitées à répondre aux conséquences des changements climatiques. Et deuxièmement, c'est parce que les enfants sont le groupe d'âge qui vont vivre le plus les conséquences des changements climatiques, que ce soit les enfants d'aujourd'hui ou les enfants du futur, puisque les conséquences des changements climatiques sont en train de se multiplier de manière cumulative. Aussi, c'est parce que les enfants sont des victimes d'une injustice intergénérationnelle parce qu'ils subissent les conséquences des actions des générations qui les ont précédés. Et finalement, c'est parce qu'ils ont les capacités de devenir des agents de changement et on a vu ça à travers différents mouvements euh, de mobilisation des enfants et des jeunes en faveur de l'action climatique. Et en fait, dans la déclaration sur les enfants, les jeunes et l'action climatique de l'UNICEF, parmi les engagements auxquels les pays signataires se sont engagés, ils se sont engagés à renforcer la capacité des enfants et des jeunes en ce qui concerne les efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, en mettant en place une éducation au changement climatique et à l'environnement. Et ils se sont aussi engagés à renforcer la participation significative des enfants dans le cadre des processus de lutte contre le changement climatique, et notamment par le biais du dialogue, qui sont des aspects qui vont aller rejoindre la pédagogie de philosophie pour enfants. Notamment, cette pédagogie permet aussi de simuler un modèle de démocratie minime pour les enfants, donc où ils vont aller pratiquer la délibération, ce qui va favoriser leur autogouvernance, leur autorégulation et leur autocorrection, et aussi la pratique d'une capacité de raisonner et d'émettre des jugements et de construire en fait des sens qui sont nécessaires pour atteindre les engagements de la Déclaration sur les enfants, les jeunes et l'action climatique. Donc, au niveau des études empiriques qui sont présentes dans le domaine, euh, les études qui relient la philosophie pour enfants et l'environnement démontrent que cette méthode est capable de permettre la co-construction de définitions à travers de concepts, à propos de concepts environnementaux, donc comme la nature, la pollution, la relation aux vivants, à travers les comités de recherche philosophiques. Et on a noté qu'à travers ces sessions, les enfants sont capables d'aller modifier leur définition initiale et modifier leur conception de ces concepts environnementaux, ce qui témoigne du potentiel des CRP à renforcer les connaissances et les compétences des jeunes en ce qui concerne l'environnement. D'autre part, cette pratique permet aux enfants d'exprimer un engagement émotionnel, que ce soit de l'empathie envers les animaux qui souffrent de la pollution et aussi de faire des liens entre leurs valeurs morales. Donc, quelles valeurs unies ils attribuent à la nature? Est-ce que c'est des valeurs physiocentriques, anthropocentriques, pathocentriques, biocentriques, etc. Et aussi, quel est le rapport de l'être humain à l'environnement? Est-ce que c'est un rapport d'appartenance ou de possession ou de responsabilité envers l'environnement? Euh, euh, Aussi, c'est une méthode qui contribue à contrer les sentiments d'impuissance face aux défis environnementaux et à cultiver un sentiment d'inventivité écologique. Elle renforce la motivation à protéger la nature et elle permet aux enfants un peu comme j'ai dit dans le premier point, c'est de penser à des justifications pour soutenir leur idée quant à la protection environnementale et pourquoi on doit avoir une responsabilité envers l'environnement. Et finalement, l'aspect le plus important, c'est que cette méthode, elle offre l'option d'être pratiquée dans la nature, en plein air,
qui est un critère très important pour favoriser l'adoption de comportements durables environnementaux. Donc, en prenant tous ces résultats ensemble, on voit que cette approche pédagogique est capable d'aller influencer différents facteurs qui influencent les comportements, que ce soit des facteurs internes majoritairement, comme les connaissances et l'éducation des enfants, des aspects psychologiques, les valeurs et leur perception, aussi leur culture, donc c'est quoi leur euh, rapport à l'environnement et, et leur expérience. Et donc, en prenant tout ça en compte, en prenant tous ces facteurs que cette méthode est capable sur lesquels elle est capable d'aller jouer, on se pose la question, quelles sont les répercussions de cette approche pédagogique sur les actions, donc sur l'adoption de comportements environnementaux chez les enfants et les jeunes. Et donc, c'est là où ma thèse va venir répondre, parce qu'elle prend l'objectif de ma thèse, ce serait en fait d'aller évaluer l'efficacité des CRP à induire des changements au niveau des comportements durables. Et la méthodologie que je vais utiliser, ce serait des questionnaires et des entretiens semi-dirigés qui vont être effectués avec les participants, leurs parents, les modérateurs et les chercheurs. Et donc, j'espère que j'aurai la possibilité dans un prochain colloque de vous présenter mes résultats. Merci beaucoup.